Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Baptiste Hildebrand et je suis conseiller aux études et enseignant de physique à l'Université de Fribourg. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le métier de physicien-physicienne. Je dis « nous » car nous sommes deux intervenants. Dans la première partie, c'est moi qui vous parlerai spécifiquement de ce qu'est la physique et aussi des études qui mènent au métier de physicien-physicienne. Et puis, je vous parlerai aussi un petit peu des débouchés professionnels que l'on peut espérer après cette formation. Dans la deuxième partie, c'est M. Ali Eichenberger qui vous parlera de son métier de physicien spécifiquement à l'Institut fédéral de métrologie à Wabern. Alors, la physique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie connaissance de la nature. Et je pense que ça décrit très bien le métier de physicien, l'intérêt du physicien pour comprendre le monde, interpréter les forces fondamentales de la nature, essayer de trouver les formules qui décrivent au mieux les phénomènes naturels. Donc la méthode du physicien, habituellement, c'est toujours la même. Ça commence par l'observation, le fait de mesurer, d'expérimenter, et puis ensuite aussi de modéliser grâce à un outil important du physicien que sont les mathématiques. Sans cette boîte à outils, le physicien est bien emprunté pour interpréter le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on aimerait bien comprendre ce qui se passe autour de nous? Alors en soi, ça fait déjà de l'intérêt, mais c'est aussi nécessaire si on veut développer les technologies de demain, de l'avenir. Alors pensez simplement aux technologies que vous retrouvez dans votre maison. Je pense qu'à peu près même votre téléviseur, votre micro-ondes, à l'origine, on a un physicien qui a développé une théorie qui a permis d'arriver finalement à ces technologies d'aujourd'hui et de demain. Donc on peut dire que la physique, ça fait partie de notre quotidien, mais elle reste néanmoins complètement fascinante, intrigante, même pour le physicien aujourd'hui, la physique reste toujours encore intéressante et elle remet en question nos représentations du monde. Alors pour illustrer un petit peu ça, je vais vous montrer, vous présenter deux théories qui sont déjà relativement anciennes. Une et l'autre datent de plus de 100 ans et malgré tout, encore aujourd'hui, elles fascinent et elles intriguent les physiciens. La première, c'est la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est vraiment la théorie qui est nécessaire pour décrire le monde du tout petit. Quand je dis le tout petit, je pense à l'atome, voire à ses constituants, les particules élémentaires comme par exemple l'électron. On ne peut pas les décrire correctement sans faire appel aujourd'hui à la mécanique quantique. Et malgré tout, même entre physiciens, on a encore un débat aujourd'hui sur la réelle interprétation que l'on peut donner à cette théorie. Une autre, que vous connaissez peut-être aussi, au moins de nom, c'est la théorie de la relativité d'Einstein. Alors de nouveau, cette théorie remet complètement en question notre vision de l'espace et du temps, et pourtant, on ne pourrait pas faire fonctionner les GPS correctement aujourd'hui si on ne faisait pas appel à cette théorie. On ne pourrait pas connaître notre position sur la Terre à tout moment. Donc le physicien a aussi quelque chose de philosophe quelquefois, c'est-à-dire qu'il se pose des questions sur notre nature, les lois fondamentales, mais aussi sur la place de notre Terre, notamment dans l'univers. Le physicien observe les étoiles, observe les galaxies et se pose aussi des questions sur nos origines, de quand date par exemple le Big Bang. Alors si vous n'avez pas le temps de lire toute la BD pendant que je parle, vous pourrez toujours mettre stop sur la vidéo après et puis la relire pour voir la petite blague qui s'y trouve. Voilà, donc avec ça j'ai vraiment fait un petit overview rapide de ce qu'est la physique et puis maintenant je propose de discuter en quelques mots de la formation de physicien-physicienne. Alors, dans un premier temps, vous faites votre gymnase et puis, ou bien vous faites une passerelle qui vous permet d'accéder à l'université ou à une école polytechnique. Et puis, la première étape, c'est de faire un bachelor qui dure 3 ans. Et puis, on voit un des thèmes essentiels que j'ai mis en premier, ce sont les mathématiques. Comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'outil essentiel. On ne peut pas, en tant que physicien, passer à côté des mathématiques dans sa formation et aussi dans la vie de tous les jours de physicien. On a aussi, dans le cadre du bachelor, déjà des cours avancés, comme ici je cite la mécanique quantique. Et on a aussi des travaux pratiques, ce sont des travaux de laboratoire où on va justement faire cette observation, ces mesures et comparer à des théories existantes. La deuxième phase de cette formation initiale de physicien-physicienne, c'est le master qui dure entre 1 an et demi et 2 ans. Et là, vous avez déjà des cours un peu plus avancés, plus spécialisés, mais j'insiste sur ce point. Le physicien
contrairement à l'ingénieur, n'est pas un spécialiste dans un domaine, c'est plutôt un généraliste qui a un spectre de compétences qui est très large et vous le verrez dans les débouchés professionnels, ça ouvre beaucoup de possibilités après les études. Voilà, donc là vous avez fini votre formation initiale, vous avez votre master et comme la physique est une branche de sciences fondamentales, cela fait sens de continuer, mais c'est optionnel avec un doctorat. Alors, ça dure environ 3 à 4 ans, c'est déjà une expérience professionnelle, c'est-à-dire que c'est un travail rémunéré et beaucoup de physiciens font le choix après le master de faire un doctorat, même si ce n'est pas nécessaire. Ici, j'ai noté aussi les deux grands groupes, les deux grandes familles de physiciens que sont les physiciens théoriques et expérimentaux. On peut choisir sa voie lors de cette première expérience de recherche scientifique. Voilà. Quels sont maintenant les débouchés professionnels que l'on peut espérer à la suite de ces études, donc soit d'un master ou éventuellement justement d'un doctorat? Eh bien, la première chose qui peut venir à l'esprit et qui est aussi la première que je mentionne, c'est de continuer avec la recherche fondamentale en physique. Donc, après le doctorat, continuer avec une carrière académique ou dans un institut de recherche comme ici je cite le CERN à Genève par exemple. On peut aussi se tourner plus vers la recherche appliquée et le développement. Ça peut se faire toujours dans une université, dans une haute école spécialisée ou, comme on le verra avec M. Ali Eichenberger, dans une administration publique, comme par exemple l'Institut fédéral de métrologie. Et comme les compétences du physicien sont très larges, eh bien, il peut aussi assez facilement se tourner vers d'autres type de recherche qu'on appelle recherche interdisciplinaire dans la science des matériaux par exemple, dans la science de la vie et de l'environnement. Et il a aussi de bonnes compétences en général en informatique qui lui permettent vraiment de faire profiter aux autres de cette plus-value, cette haute valeur ajoutée du physicien. Comme vous le savez certainement également, la physique est une branche enseignable et enseignée au gymnase. Donc, c'est une option de carrière également pour le physicien, juste après sa formation de master, c'est possible, ou alors ça peut se faire plus tard dans la carrière. Finalement, même si ce n'est pas le thème le moins important, je l'ai mis en dernier, c'est toutes les autres activités que l'on peut imaginer et elles sont nombreuses. Alors tout d'abord, on peut se tourner vers le journalisme scientifique, ça paraît assez évident. Comme Einstein en son temps, on peut aller au bureau des brevets, on peut faire du consulting, on peut se tourner vers la finance ou vers les assurances. On sait que ces entreprises ont vraiment besoin de cette capacité de modélisation, d'appréhender, de créer des modèles pour comprendre, par exemple, pour les assurances, le risque. Ça, c'est vraiment très utile pour ces entreprises. Je ne le mentionne pas ici, un point important, c'est la physique médicale, qui est aussi un domaine actuellement très en vue et très demandé pour le développement de nouvelles méthodes pour soigner des patients. Dans les hôpitaux, les physiciens sont très demandés. Voilà. Avec cela, j'arrive à la fin de ma partie de la présentation et je vais maintenant donner la parole à M. Ali Eichenberger qui va vous parler, lui spécifiquement, de son métier à l'Institut fédéral de métrologie. Bonjour, donc à mon tour de vous présenter le quotidien professionnel du physicien. Un petit mot sur mon parcours. Moi, j'ai fait mes études de physique à l'Université de Neuchâtel. J'ai enchaîné avec un doctorat dans le domaine de la supraconductivité. Et puis ensuite, je suis parti quelques années aux États-Unis avant de revenir travailler à METAS. METAS, alors qu'est-ce que c'est? METAS, c'est l'Institut fédéral de métrologie, comme vous l'avez entendu. Et c'est là qu'on réalise et qu'on diffuse des unités de mesure coordonnées et reconnues au niveau international. Le but, en quelques mots, c'est de s'assurer que le mètre en Suisse est le même que le mètre dans les autres pays afin de pouvoir faire du commerce équitable. On a une autre mission, c'est de superviser l'utilisation des instruments de mesure. Et par exemple, la prochaine fois que vous irez faire le plein dans une station-service ou que vous irez acheter un kilo de pommes au supermarché, vous verrez peut-être ce petit sticker qui se trouve sur la balance ou sur la colonne à essence qui atteste que cet instrument de mesure fonctionne correctement et donc que vous allez payer le montant dû pour la quantité achetée. Nous sommes environ 260 personnes à travailler à METAS, ça se situe dans les environs de Berne, et il y a à peu près 60 physiciens parmi ces 240 personnes. Donc, qu'est-ce que c'est la journée d'un physicien? Alors, en travaillant dans la recherche et développement, une grande partie de mon travail se situe au laboratoire, évidemment.
dans lequel on construit des instruments, on utilise des instruments, on étalonne, et ces données qu'on récolte, on doit les analyser. L'analyse se fait en général en faisant des modèles pour en tirer des valeurs qui ont un intérêt pour la communauté scientifique. Une fois que ces résultats sont acquis, on rédige des articles dans des revues scientifiques pour les publier et on va les présenter dans des conférences internationales. Donc ça, c'est aussi une partie du travail. Et il y a encore une toute petite partie du travail, c'est l'administration et la gestion de projet, la rédaction de rapports et de choses comme ça. Maintenant, je vais vous parler du système international d'unité, puisque c'est notre outil de travail. Et vous savez peut-être que le 20 mai 2019, ce système international a subi une révolution sans précédent. On a redéfini 4 des 7 unités de base. Vous avez les 7 unités de base ici, le kilo, le mètre, la seconde, l'ampère, Kelvin, mole et candela. Et par exemple, depuis cette date-là, l'unité de masse est définie à l'aide de la constante de Planck. Je vous ai donné la valeur qui a été fixée à ce moment-là. Et ce n'est plus en lien avec une pièce de métal qui se trouve dans un coffre-fort à Paris. Et le grand avantage, évidemment, c'est que toutes ces définitions sont maintenant accessibles à tous les laboratoires dans le monde entier. Donc, de cette façon-là, chacun peut réaliser le kilo dans son laboratoire sans devoir apporter sa référence de masse à Paris pour espérer pouvoir le comparer, puisqu'il fallait 3 clés pour ouvrir le coffre-fort, et puis il était ouvert en moyenne tous les 50 ans. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on passe du kilo à la constante de Planck ou vice-versa? Là, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Vous construisez une balance. D'un côté du plateau, vous allez mettre votre masse que vous voulez mesurer, avec son poids mg, et de l'autre côté, vous allez suspendre une bobine de fil électrique que vous plongez dans un champ magnétique, et vous injectez un courant dans cette bobine. Vous allez produire une force qui est proportionnelle au courant, évidemment, avec un coefficient de proportionnalité qui est une description de la géométrie de votre bobine et du champ magnétique. De l'autre côté, vous avez le poids de votre masse de test. Alors, suivant quelle incertitude vous visez, le problème se situe à ce niveau-là. Mais si vous remarquez qu'en bougeant votre bobine de haut en bas dans le même champ magnétique, vous aurez une tension induite aux bornes, et cette tension induite, elle sera proportionnelle à la vitesse. Plus on va vite, plus la tension sera grande. Et si vous faites les choses correctement, le coefficient que vous avez de proportionnalité est exactement le même que dans le premier cas. Ce qui vous permet de combiner ces deux équations et d'éliminer ce facteur géométrique. Et vous obtenez ici la puissance électrique d'un côté et la puissance mécanique de l'autre. Sachant que la puissance se mesure en watts, vous comprendrez pourquoi on appelle ça la balance du watt. Ou maintenant on appelle ça aussi la balance de Kibble, qui est le scientifique qui l'a proposé dans les années 1970. Maintenant, il y a une étape supplémentaire, c'est de faire intervenir les effets quantiques qu'on utilise régulièrement en électricité pour mesurer la résistance et la tension. Et ça, c'est l'effet de Josephson et l'effet Hall quantique qui nous amène en fait ce lien vers H. Et si vous remplacez les mesures électriques avec ces données de mécanique quantique, vous vous montrerez que la masse est liée à la constante de Planck. Maintenant que la constante de Planck a été fixée, cette balance est en quelque sorte la première fois que nous avons une balance universelle. Vous pouvez mettre une masse inconnue dans cette balance, faire tourner cette expérience et vous obtiendrez sa masse en kilogrammes pour la première fois sans faire une relation avec un capteur étalonné ou bien une autre masse avec laquelle vous la comparez. Alors la balance que nous avons construite à Metas est montrée ici. Le cœur évidemment de cette expérience, c'est cette bobine ici qui est plongée dans un champ magnétique qui est généré par ces deux aimants permanents rouges avec un entrefer en bleu. Cet aimant pèse à peu près 100 kg, il est dans ce chaudron ici qui permet de l'aligner correctement. Tout ce qui est au-dessus concerne la translation et la position de la bobine dans ce champ magnétique. Et dessous, vous voyez ici l'endroit où on va mettre notre masse de test. Sur l'autre vue ici, vous voyez un tout petit peu la trajectoire que la bobine peut avoir. On a environ 30 mm de course. Alors dans le laboratoire, ça ressemble à ça. Il faut évidemment un certain nombre d'ordinateurs pour piloter cette expérience. Et puis, vous voyez aussi qu'on a une espèce de boîte en aluminium qui est rien d'autre qu'une chambre à vide, puisque pour atteindre l'incertitude visée, il nous faut travailler dans le vide.
Donc le travail du physicien là-dedans, eh ben, c'est de construire, de caractériser et de faire fonctionner cette balance afin de réaliser l'unité de masse en gardant toujours à l'esprit l'incertitude qu'on vise. Si on visait 10 grammes pour faire ça, peut-être qu'on pourrait la faire en bois ou en Lego. Il y en a qui en ont fait en Lego. Ici, on vise 20 microgrammes sur 1 kilo. Donc c'est le 8e chiffre derrière la virgule. Pour essayer de vous sensibiliser, de vous montrer un petit peu ce que ça veut dire, j'ai pris 2 exemples. Le premier, c'est comme si on vous demandait de mesurer la hauteur d'une pile de feuilles de papier qui fait 5 km de haut, et vous avez droit à l'erreur de l'épaisseur d'une feuille pour faire ça. Ou bien, si vous prenez un post-it avec un marqueur, vous dessinez un smiley, vous verrez que vous avez déposé 6 mg d'encre. C'est 300 fois plus que l'incertitude qu'on recherche. Donc on doit faire 300 fois mieux que cette encre qui a été déposée sur ce post-it. En fait, cette expérience, c'est un petit peu le rêve de tout physicien parce qu'elle fait intervenir quasiment tous les domaines de la physique. Vous avez de la mécanique, de l'électricité, du magnétisme, de l'optique, thermique, technique du vide, cryogénie, mécanique quantique, etc. Elle s'en fait donc un métier passionnant et je vous encourage à entreprendre des études de physique et je vous remercie pour votre attention.